Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. On est très content de vous retrouver sur l'hebdo, comme chaque vendredi de 18 à 19h, en son et en images sur les ondes de Radio 2M et sur nos réseaux sociaux. Cette semaine, on va parler de climat. Le dernier rapport annuel de la Direction générale de la météorologie est alarmant. Le Maroc est en train de vivre la période de sécheresse la plus longue de son histoire contemporaine, avec des records de chaleur, des événements climatiques extrêmes et un déficit pluviométrique sévère. Pour décortiquer tout ça, nous sollicitons la parole de l'expert Fouad Amraoui, hydrologue, enseignant et chercheur, que nous accueillerons dans un instant. Dans la même lancée, Safia a choisi de nous parler du dérèglement climatique et Salima du tourisme et des voitures électriques. On ira ensuite chez Amine qui a jeté son dévolu sur ce qui fait grincer les dents des supporters locaux, l'arbitrage dans le foot marocain. Et on finit comme d'habitude avec l'agenda culture de Rimel. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour Selma. Ça va, vous allez bien ? Oui, très bien. Pas de couscous aujourd'hui. Oui, salut. Très bien. On va pas trop tarder parce que j'imagine qu'on a beaucoup de questions sur le sujet. On accueille notre invité, Fouad Amraoui, hydrologue, chercheur et enseignant. L'invité. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'être là. Bienvenue sur l'hebdo. l'hebdo. Des questions les plus importantes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Donc, si Amraoui, comme on vient de le citer, le Maroc est en train de vivre une période de sécheresse sans précédent. Le dernier rapport de la DGM nous dit que 2023, c'est l'année la plus sèche au Maroc depuis au moins 80 ans. Comment se présente, selon vous, la situation hydrique du Maroc aujourd'hui ? La situation hydrique aujourd'hui, elle est toujours préoccupante, puisque, comme vous l'avez dit, on vit une période un peu spéciale. Les changements climatiques au Maroc, nous avons commencé à les ressentir à partir de 1980, c'est-à-dire il y a déjà 44 ans. On avait d'autres périodes de sécheresse, mais ça durait 2-3 ans. Là, on est sur 6 ans, et avec des amplitudes importantes. L'année 2022, on avait un déficit de 40% de pluie par rapport à la normale. Et l'année 2023, on avait à peu près 30% de déficit. Et ces déficits, bien entendu, se cumulent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des taux de remplissage au niveau d'un certain barrage qui n'ont jamais été atteints. Avant, même en période de sécheresse, on arrivait à alimenter en eau potable toutes les agglomérations pratiquement. Alors que là, c'est l'eau potable qui a été touchée. Et c'est ce qui fait que c'est inidé par rapport à ce qu'on voyait avant. Alors on entend souvent parler de sécheresse structurelle. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi la sécheresse structurelle aux gens qui ne savent pas c'est quoi ? Avant, la sécheresse, elle était l'exception. Aujourd'hui, la sécheresse devient la normalité. Aujourd'hui, c'est quand on a une année pluvieuse que ça devient l'exception. D'accord ? Voilà, donc ça a changé. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques qui sont faites, elles sont faites en tenant compte de cette nouvelle donne. Donc, d'ailleurs, parmi les recommandations qui sont faites aujourd'hui, quand on planifie en termes de ressources en eau, on nous dit de ne plus prendre les moyennes des anciennes décades, mais prendre surtout les 30 dernières années qui sont beaucoup plus sèches que humides. Et à partir de quel moment on peut parler de sécheresse structurelle ? La sécheresse, c'est quand la ressource en eau que vous avez ne répond plus aux besoins exprimés. La sécheresse, c'est quand vous avez par rapport à des pluies moyennes, des déficits qui dépassent les 20%. On est en année sèche. Mais il faut savoir également qu'il n'y a pas que l'importance de la pluie, il y a aussi sa répartition dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir par moment beaucoup de pluie, mais qui arrive sur un moment, et donc cette eau n'est pas bénéfique.
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la pluie pratiquement tous les mois, mais avec des amplitudes suffisantes pour que l'eau puisse ruisseler, aller vers les barrages et aussi se recharger dans les nappes aquifères. Alors justement, parce qu'on a vu durant les derniers mois qu'il y avait des pluies, d'énormes pluies, des inondations qui ont généré des dégâts, des décès, des dégâts matériels. Donc c'est pas forcément parce qu'il pleut beaucoup que c'est bien. Oui, effectivement. C'est bien qu'il y ait une certaine amplitude au niveau des pluies. Parce que si vous avez des petites pluies chaque jour, ça ne sert à rien. Il faut quand même qu'il y ait une certaine intensité de pluie. Mais il faut que la pluie revienne tout le temps. Il ne faut pas qu'il pleuve beaucoup pendant un mois et puis pendant 3 mois, on n'a rien. Là, par exemple, cette année, on a eu un très bon mois de mars. En mars, il a beaucoup plu. Oui. Et depuis mars jusqu'à pratiquement l'été, il n'y avait pas une goutte d'eau. Donc ça, ce n'est pas très bon. Ça contribue au niveau de remplissage de certains barrages, là où il a beaucoup plu, mais comme la pluie ne revient pas, donc tout ce qui est emmagasiné, il est perdu après en consommation. Mais sachant que maintenant, on aura beaucoup plus de périodes où il va y avoir beaucoup de pluie sur un temps très court, est-ce qu'il n'y a pas une politique ou un investissement, une infrastructure spécifique parce qu'on va être amené à vivre ça de plus en plus. Donc il n'y a pas une infrastructure spécifique qui nous permettrait de profiter de cette abondance d'eau d'un coup? Avant, qu'est-ce que nous avions? Nous avions pratiquement 6 mois de pluie et 6 mois sèches pratiquement. Ce qui fait que la politique des barrages qui a été faite, c'est pour stocker de l'eau. Comme ça, parce que la demande d'eau, elle est exprimée tout le temps. Donc même quand il ne pleut pas, il faut qu'on puisse envoyer de l'eau potable, qu'on puisse aussi envoyer de l'eau au périmètre irrigué, à l'industrie, etc. Donc tout ce qui peut être fait jusque-là, compte tenu des contextes passés, a été fait. C'est-à-dire la mobilisation de l'eau, l'alimentation en eau des villes. C'est-à-dire qu'on était un bon élève du point de vue de la gestion des ressources en eau au Maroc. Mais avec cette ampleur de sécheresse que nous vivons, cette politique n'est plus suffisante. Et c'est pour ça qu'on est allé vers tout ce qui est eau non conventionnelle, c'est-à-dire le dessalement, la réutilisation des eaux usées, revoir aussi nos politiques publiques, notamment au niveau agriculture, essayer de voir où est-ce qu'il y a des gaspillages d'eau pour pouvoir les minimiser. Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde l'historique de la mobilisation de l'eau au Maroc, il y a beaucoup de dates qui sont importantes et dans chaque date, c'était pour répondre à des problématiques spécifiques qu'il fallait résoudre. Et ça va continuer même avec notre programme national aujourd'hui 2020-2027, à l'horizon 2050, à l'horizon 2080, etc. Il y aura toujours des enjeux, il faut toujours trouver des solutions nouvelles pour répondre aux besoins exprimés. Vous avez parlé d'agriculture, j'ai trouvé que 85% de la consommation hydrique vient de l'agriculture. Peut-être c'est à ce niveau qu'il faudrait peut-être plus d'efforts, non? Alors les 85%, c'est en année normale, c'est-à-dire pendant une année où il pleut normalement, 85% de notre eau, elle part dans l'agriculture. Parce qu'il faut savoir que nous avons des périmètres irrigués dans beaucoup de régions au Maroc et que dans ces périmètres irrigués, on irrigue à partir des eaux de barrage. Okay. Donc quand il y a de la sécheresse, quand les barrages sont vides, on ne délivre pas de l'eau à ces périmètres irrigués et donc là, tout le monde se rabat sur les nappes souterraines. Donc c'est plus l'eau de surface, c'est l'eau souterraine. Et l'eau souterraine, elle est déjà surexploitée. C'est-à-dire que si on regarde un suivi au niveau de nos réservoirs souterrains, le suivi, il montre toujours une chute. Selon les régions, ça baisse entre 1 et 3 mètres par an. D'accord. C'est-à-dire qu'on est sur des logiques de vidange de nos réservoirs souterrains qui sont des réserves stratégiques. On parle de fruits qui consomment le plus d'eau comme l'avocat, comme les pastèques, les melons. Oui. Et d'ailleurs, il y a certaines régions qui ont interdit justement de cultiver ces fruits-là. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un juste milieu pour continuer, par exemple, à cultiver ces types de cultures sans compromettre notre situation hydrique? Ça fait partie de notre économie aussi, parce que c'est des produits qui sont souvent Alors, quand on parle d'agriculture, c'est un débat qui est très intéressant. L'agriculture au Maroc est une agriculture qui était traditionnelle. Le plan Maroc vert qui a démarré en 2008, il est venu pour moderniser l'agriculture. Quand on regarde l'agriculture au Maroc, on va voir que 90% ou plus de 90% des terrains, c'est de la micropropriété, c'est-à-dire c'est des petits terrains de 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares. Le plan Maroc vert, il est venu pour moderniser cette agriculture et l'État avait beaucoup de terrains étatiques qu'elle a cédés au privé.
Donc ça permet de faire une agriculture à forte valeur ajoutée. Mais cette agriculture, comme j'ai dit, ne représente que peut-être 5 ou 6% de toute l'agriculture marocaine. Et toute cette agriculture moderne utilise les gouttes à gouttes, c'est-à-dire qu'elle irrigue en réduisant la consommation en eau. Alors que les petits propriétaires qui ont 2-3 hectares ne font pas de goutte à goutte. Et c'est en fait, si vous calculez le volume qui est dépensé ou qui est gaspillé par tous ces gens-là, c'est beaucoup d'eau. Donc, parmi les solutions qu'il faudrait mettre en place, c'est parce que l'État subventionne le goutte à goutte. Donc, il faut faciliter l'octroi à ces petits au goutte à goutte pour qu'on puisse économiser en eau. Sinon, il y a beaucoup de cultures qui sont grandes consommatrices d'eau. On peut citer les agrumes, la banane, les avocats, enfin beaucoup d'arboriculture, beaucoup de types en fait. Les solutions qui sont trouvées aujourd'hui, c'est de faire profiter aussi ces cultures-là du dessalement d'eau de mer. Nous avons déjà sur la région d'Agadir la station de dessalement où il y a 15 000 hectares qui sont irrigués à partir du dessalement d'eau de mer. D'accord. Le dessalement, il a un coût, mais ces agriculteurs qui font une agriculture à forte valeur ajoutée, qui travaillent sous serre, qui font de la micro-irrigation, même si vous leur vendez l'eau à un prix élevé, ils l'acceptent. Parce qu'ils ont une rentabilité qui est intéressante. Et là, c'est l'eau de mer, donc en fait... Mais ça impacte le citoyen finalement. Parce que l'agriculteur, s'il va payer l'eau plus chère, ce sera le citoyen qui va payer. C'est pas n'importe quelle agriculture. C'est beaucoup d'agricultures qui sont destinées à l'export. Hein, tout ce qui est tomates cerises, melons, poivrons, etc. Tout ça, c'est fait dans certaines régions. Et puis, tout ça est exporté vers... Bien sûr, il y a une part qui est vendue au Maroc. Mais bon, c'est plus destiné à l'export. Et maintenant, toutes les stations de dessalement qui sont programmées ou en cours de réalisation, il y a toujours un volet eau potable. Sur le 1,7 milliard de mètres cubes prévu à l'horizon 2030, il y a 1 milliard pour l'eau potable, le reste c'est pour l'agriculture. D'ailleurs, dans le dernier discours du roi de la fête du trône, il a parlé que 80% de l'eau agricole doit être assurée. Donc en partie, c'est aussi à partir de ces eaux dessalées. Est-ce que vous pensez que l'eau pourrait, dans le futur, au fur et à mesure qu'elle se raréfie, nous coûter plus cher ? L'eau, elle a toujours coûté de plus en plus cher parce qu'on va chercher l'eau de plus en plus loin et on a besoin aussi de la traiter et le traitement coûte cher. Ce qui ne suit pas, c'est le pouvoir d'achat de la population. C'est pour ça que d'ailleurs dans la tarification de l'eau, vous avez sûrement vu une facture d'eau. Vous voyez que c'est par tranche. Et il y a toujours les 2 premières tranches qui sont des tranches économiques. C'est-à-dire que l'eau, il est vendu à moins de son coût. Dès qu'on passe à la 3e, 4e tranche, ce sont des coûts beaucoup plus élevés qui peuvent dissuader les gens quand ils ont des factures corsées. Mais de plus en plus, l'eau va coûter plus cher. Mais moi, je trouve qu'au Maroc, l'eau ne coûte pas très cher. Moi, les factures d'électricité que je reçois chez moi, elles sont 4-5 fois plus importantes que celles de l'eau. Alors que l'électricité... c'est-à-dire l'eau est peut-être plus importante que l'électricité. Oui. Il faudrait peut-être baisser le prix de l'électricité et remonter le prix de l'eau. Comme ça. Aussi. Très bien. Alors dans le thème de la semaine, Safia a choisi de nous parler du dérèglement climatique, c'est le dérapage contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Changement, réchauffement ou encore dérèglement climatique, tant de mots du petit Robert pour dire qu'on est dans la mouise. Comme l'a dit M. Amraoui, le climat influe sur le Maroc et son économie. On peut le voir avec le prix des produits de consommation qui flambe. Mais si on dézoome, c'est nous, simples citoyens, qui sommes touchés. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les grosses entreprises et les États les plus pollueurs ne font presque rien ? Les incendies, les inondations, les pics de chaleur, les pics de froid, les îles englouties, les animaux qui meurent, les plantes qui disparaissent, ça ne les fait pas réagir ? Bref, je dérape et là, je ne vais pas me contrôler. C'est comme dans les enquêtes de police. À qui profite le crime ? J'ai cherché à savoir s'il y a des avantages au réchauffement climatique. Eh ben oui, il y en a. Déjà, grâce à la fonte de la banquise, certains ports de la mer Baltique et de l'océan Arctique seront opérationnels plus longtemps. Et même dans un scénario catastrophe, si la banquise disparaît, le passage du nord-ouest sera totalement ouvert à la navigation, du pain béni pour les porte-containers. La fonte de la calotte polaire ouvrirait aussi l'accès aux richesses des fonds de l'océan. Et là, je vois les directeurs des grandes entreprises se frotter les mains face à la possibilité de la possible découverte des nouveaux gisements de métaux précieux, de gaz et de pétrole. Dis, Cortin,
sexe. Tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus. Tenter de conquérir le monde. Je sais, un peu théorie du complot, mais c'est pas grave. Même les laboratoires pharmaceutiques, déjà en 2019, près de 74% des entreprises du secteur ont déjà intégré le changement climatique dans leur stratégie d'affaires. Bah oui, une planète qui se réchauffe, c'est tout bénef pour la propagation des maladies et donc des médocs et des vaccins. Eux, ce n'est pas du beurre qu'ils vont mettre dans leur épinard. Hein. Même pour les produits de beauté, est-ce que vous savez que la forêt de Grande Chaco au Paraguay, le deuxième espace boisé d'Amérique du Sud, rétrécit à cause du collagène? Oui, j'ai découvert que le collagène est fait à base de peau de vache. Après la culture du soja, la culture de l'antirides qui détruisent les poumons de la planète bleue, enfin couleur bleu plastique. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on saute à pieds joints dans le précipice qu'on a nous-mêmes creusé. Et on ne sait plus quoi faire. Je parle du simple citoyen comme vous et moi. Trier ses déchets, ne pas utiliser trop d'eau, choisir les transports en commun, assumer ses rides, manger moins de viande. Après, pour celle-là, j'avoue que c'est mon portefeuille qui m'en empêche plus que le réchauffement climatique. Inquiétude, colère, tristesse, à chaque catastrophe liée au changement climatique, j'ai un sentiment de détresse qui m'envahit. Cet état proche de la mélancolie ou de la nostalgie, eh bien ça non, c'est la solastalgie. Donc avant de plonger dans une grave dépression, j'ai décidé d'avoir confiance en l'avenir. Pas en ces protocoles ou accords internationaux qui ne sont pas respectés, mais plutôt confiance dans la future génération. La Suédoise Greta Thunberg, la plus connue, mais aussi Rahmina Paulette Oyugi du Kenya, Iris Duquesne de France, Madeleine Thiou des États-Unis, Menel Bidar du Maroc et plein d'autres encore. Certains ont même porté plainte contre leur gouvernement pour inaction face au dérèglement climatique. Cette jeune pousse ne se laisse pas faire. Donc quand j'aurai ton âge, Amine, je ne dirai pas c'était mieux avant, mais plutôt la génération future fera mieux que nous. Bravo. C'est une jolie chute. Je suis pas sûre. C'est une On jolie espère, chute. s'il te plaît, je veux rester un Après, peu pas tomber en les dépression. avantages du dérèglement climatique, c'est moyen. J'ai commencé à chercher, mais vraiment, c'est-à-dire que toute la navigation, ça va servir à la navigation parce que tu auras plus d'espace pour pouvoir passer. Alors justement, elle a dit quelque chose qui m'a un petit peu titillée dans sa chronique. Est-ce que vraiment les accords internationaux qu'on a liés au climat ne nous servent à rien? Si, ils nous servent parce qu'il y a des crédits carbone, il y a une prise de conscience internationale sur ces problématiques qui arrivent. Mais il faut qu'on compte sur nous-mêmes, il ne faut pas trop attendre des autres. D'ailleurs, on est à la 29e COP. Si les COP étaient rentables, on se serait arrêté à 5 ou 6. Donc voilà, chaque année, on espère qu'il y aura des avancées, mais bon, ce n'est pas le cas. Mais le Maroc a été un bon élève parce qu'il a lancé beaucoup de projets, surtout tout ce qui est énergétique. Le Maroc est un bon élève, mais comme on dit, c'est les États les plus pollueurs. Ce ne sont pas eux qui sont plus touchés. C'est l'Afrique, le continent le moins pollueur, qui est touché par le réchauffement climatique. Nous, on ne rejette pas grand-chose. Voilà. Mais les solutions, c'est à nous de les trouver. Il ne faut pas qu'on attende que d'autres viennent nous trouver des solutions. Donc le Maroc a quand même beaucoup investi, surtout dans les énergies renouvelables. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis là, comme j'ai dit, dans toutes les politiques publiques, on essaie d'intégrer cette composante changement climatique dans les politiques. Alors justement, quand on entend parler de changement climatique, on a l'impression que soit ça n'arrive qu'aux autres, soit c'est très loin. On a le changement climatique. Sauf que vous avez dit au début qu'on a commencé à sentir un changement de notre climat à partir de 1980. Oui. Et dans le rapport de la DGM, on lit qu'on a dépassé la barre symbolique des 50 degrés Celsius pour la première fois de notre histoire. Le 11 août à Agadir. Exactement, le 11 août 2023 à Agadir. Vous portez quel regard sur ces données? La planète se réchauffe, les températures augmentent, il y a moins de pluie. Tout ça, c'est des choses qu'on ressent bien comme il faut. On a vu ces dernières pluies, des pluies torrentielles sur des régions complètement arides, très arides. Donc ça prouve bien qu'il faut qu'on s'attende au pire pour les années à venir. Bon, heureusement que la tendance n'est pas linéaire, c'est-à-dire que on peut avoir 6 années de sécheresse et avoir 2 années pluvieuses. Et c'est ce qui permet de reconstituer un peu les réserves en eau. Mais il faut que notre mode de vie change aussi et s'adapte à tout ceci. Alors, et ce qui est terrible, c'est que il ne pleut pas partout de la même manière, donc ça crée énormément d'inégalités. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets qui sont en cours ou peut-être à venir et qui permettent justement de répartir les quantités sur tout le territoire du nord au sud? D'accord. Je vais vous donner un chiffre très parlant. Aujourd'hui, on est à peu près à 29% de taux de remplissage dans nos barrages. On est presque à 5 milliards de mètres cubes. 5 milliards de mètres cubes, c'est beaucoup d'eau. Vous savez que l'eau potable, toute ville confondue, toute l'année, c'est 1,5 milliard. Alors que là, on a 5 milliards de mètres cubes. Mais l'eau n'est pas au bon endroit.
C'est-à-dire que toute l'eau, elle est au nord. Et là où on a de l'eau partout, donc on a une très mauvaise répartition de l'eau. Et c'est la première problématique que nous avons, c'est la répartition de l'eau. Nous avons 50% de notre eau, elle est cantonnée sur 7% du territoire en surface. Donc cette répartition de l'eau, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a un régime qui est irrégulier. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si cette année va être pluvieuse ou sèche. Et donc, comment vous voulez gérer alors que vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme venue d'eau. Donc jusque-là, on avait des courbes de tendance qui montraient qu'il y avait une baisse des pluies, etc. Mais personne n'a prévu qu'on pourrait avoir 6 années avec tous ces cumuls de déficit qui, en fin de compte, nous ont donné un barrage le Messera, qui est aujourd'hui à moins de 1%. Et c'est le plus grand du pays. C'est le deuxième. C'est le deuxième plus grand du pays. C'est le deuxième. Le barrage Louhda est le premier. Heureusement qu'il y a le barrage Louhda. Parce que le barrage Louhda, il a une capacité de 3,7 milliards de mètres cubes et il se remplit rapidement. Dès qu'il y a des pluies, il se remplit. Et c'est lui d'ailleurs qui sauve Casablanca et Rabat, puisque l'autoroute de l'eau vient du barrage Louhda. Mais le barrage de Messera, c'est... Personne... Moi, à une certaine époque, je voyais 12-13%. Je disais c'est peu, mais là on est à moins de 1%. C'est effrayant. C'est effrayant. Bon, c'est un grand barrage, il fait 2,7 milliards, mais 1% de 2,7 milliards, c'est 27 millions, c'est rien. Dérisoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut circuler dans le Oued Omar Bey. On peut marcher dans le Oued Omar Bey. Chose que personne ne pouvait un jour prévoir que ça pouvait arriver. Comment est-ce qu'on pourra composer dans le futur si jamais on reste comme ça et on a des régions qui sont un peu mieux loties et d'autres qui sont vraiment à sec? On ne reste pas comme ça, il y a des choses qui se font quand même. Il y a pas mal de choses qui se font. L'autoroute de l'eau. Les autoroutes de l'eau, et cette autoroute de l'eau jusque-là, elle a concerné jusqu'à Casablanca, mais elle va aller jusqu'à l'Oued Omar Bey. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans le discours du roi. Il y a aussi une autre autoroute qui va du barrage Oued Makhazine vers Tanger. Il y a les stations de dessalement. Le Maroc généralise le dessalement. C'est-à-dire que toutes les villes côtières, à l'horizon 2030, vont avoir des stations de dessalement. D'ailleurs, Casablanca, c'était à partir de septembre que le sud de Casablanca commençait à être alimenté par une station de dessalement. Ça, c'était juste un secours à partir de Djedida. Le temps que la station de Casa soit opérationnelle, elle le sera fin 2026. Il y a aussi une très grande station qui va être lancée bientôt, c'est la station de Nador, qui va avoir aussi une capacité très importante. Et tenez-vous bien, même Fès Meknès, il y a des schémas aujourd'hui, des études qui sont faites pour l'alimenter à partir du dessalement d'eau de mer. Fès Meknès, qui sont des villes intérieures. Marrakech, à partir de Safi. Donc vraiment, on est sur des schémas un peu futuristes. Mais je pense qu'on n'a pas le choix non plus. On n'a pas le choix, et puis on a compris que l'eau, c'est un facteur limitant de développement. Là, on va organiser la Coupe du Monde en 2030. On n'a pas intérêt à avoir des robinets secs pendant ces manifestations. Et puis l'eau est un facteur aussi de paix sociale. Donc tout est fait pour que cette problématique de l'eau soit bien gérée, bien contrôlée. Justement, on a appris il y a 2 jours que les autorités de Casa ont décidé de suspendre la fermeture de Hammam pendant les 3 premiers jours de la semaine. Vous en pensez quoi, vous? C'est une bonne ou Là, ils ont libéré. Maintenant, les hammams peuvent s'ouvrir toute Exactement, la ils semaine. ont suspendu la fermeture. Alors, cette mesure qui a été prise pour les hammams est une mesure qui n'a rien à voir avec l'économie d'eau. C'est une mesure qui est juste pour sensibiliser. Parce que les hammams, d'abord, ne prennent pas dans l'eau de ville. Les hammams prennent dans les nappes. D'accord. Les hammams, le Medlibir. Le Medlibir n'est pas toujours une eau propre. Parce que si vous êtes dans le périurbain, il n'y a pas de réseau d'assainissement et que vous prenez dans la nappe risque d'être polluée. Donc ça, on ne le dit pas souvent. Ça veut dire qu'on se lave avec de l'eau. C'est rassurant. Pas dans la zone urbaine, puisque dans la zone urbaine, il y a le réseau d'assainissement. Mais si vous êtes dans le périurbain, il n'y a pas d'assainissement. Ça veut dire que les eaux qui sont rejetées, qui polluent la nappe, vous risquez de prendre une eau qui n'est pas... Vous risquez de prendre une douche avec. Des eczémas, des choses comme ça, des maladies de peau. Mais c'est de l'eau qui est traitée quand même, parce que c'est très grave. Comment ça, elle est traitée? Non, je ne parle pas de l'eau de ville. Moi, je parle quand on est dans le périurbain. Quand vous êtes dans le périurbain, il n'y a pas de réseau d'assainissement.
Les eaux usées, elles vont où? Elles s'infiltrent où? Vers la nappe. Et vous venez, vous creusez un puits et vous alimentez votre hammam. Donc il y a un risque. D'accord. Désolé, nous, dans le cadre associatif, on a beaucoup travaillé sur les éco-hammams, sur les hammams écologiques. C'est quoi l'éco-hammam? L'éco-hammam, c'est un hammam qui travaille d'une façon écologique, qui ne gaspille pas beaucoup le bois. Donc, on peut réduire la quantité de bois qu'on brûle. D'accord. En ayant une chaudière performante, on peut réduire jusqu'à 60% du bois brûlé. On peut aussi récupérer de la chaleur. L'eau usée qui est rejetée, elle est chaude. Vous mettez un récupérateur de chaleur et ce que vous récupérez, vous chauffez l'eau avec et vous gagnez 2-3 degrés. Vous faites une bonne isolation de votre hammam, vous gagnez 2-3 degrés. Vous mettez des plaques solaires sur le toit, vous gagnez des degrés. Et comme ça, on réduit la quantité de bois. On peut réduire des fois jusqu'à 80% du bois qui est brûlé dans un hammam. Mais c'est la quantité d'eau qui fait peur dans un hammam. Les deux. Il y a le bois et l'eau. Après l'eau, il faut économiser l'eau. Et il faut surtout récupérer l'eau usée qui est rejetée, parce que l'eau usée de l'hammam n'est pas très sale. L'eau avec laquelle on se lave n'est pas très sale. Il y a un peu de savon, il y a un peu de shampoing, etc. Mais on peut la faire filtrer dans un filtre et réutiliser ces eaux, par exemple, pour mettre des jardins autour de l'hammam. Laver les voitures. Ou pour laver le lavage, etc. Voilà. Et vous pensez que cette idée peut séduire Malin l'hammamat ou... Nous, on a travaillé sur ce sujet pendant un moment. On a choisi même un hammam pilote pour expérimenter tout ça. Eux, ils voient toujours la rentabilité économique. Oui. Pour eux, il faut des incitations de l'État. Il faut que l'État, par exemple, pour les hammams qui veulent se mettre à jour, qu'il les aide. S'il veut changer, par exemple, la chaudière, elle peut être coûteuse. Il faut qu'il les aide à les avoir avec des crédits à long terme, etc. Alors justement, en fermant les hammams 3 jours par semaine, les lavages de voitures aussi, est-ce que vous pensez que c'est une solution pérenne? Parce qu'au risque de plomber certains petits... Non, j'ai dit que ce n'est pas une mesure d'économie, c'est une mesure de sensibilisation. Parce que quand vous allez entendre que le hammam est fermé, vous vous dites pourquoi il est fermé? Parce qu'il y a une crise d'eau. Donc c'est plus pour sensibiliser. Mais en fait, le hammam ne prend pas dans l'eau de ville. Donc il n'y a pas d'économie. D'où l'eczéma d'après. Et quand on parle de changement climatique, on ne parle pas que de l'eau, on est d'accord? Oui, bien sûr. Parce que nous, on n'est que sur l'eau. Oui, tous les secteurs sont touchés. Oui. Tous les secteurs sont touchés. Mais il y a quand même une désertification qui est là. Il y a des régions où il n'y a pas suffisamment d'eau pour L'eau, c'est un facteur de développement. Vous dites, cette région, je veux la développer. Ça veut dire, je vais mettre des programmes agricoles, industriels, touristiques. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est un facteur limitant de développement. On va y revenir, les amis. Excusez-moi. Oui. Juste en termes de gestion du temps, le temps passe. C'est Mraoui. Vous pensez quoi des voitures électriques? Est-ce qu'elles ont vraiment l'impact qu'on leur vante sur notre environnement et sur... Moi, j'ai une voiture encore diesel pour l'instant. Je vais peut-être en changer bientôt. Il faut aller peut-être vers l'hybride. C'est un entre-deux, le temps de voir. Mais je sais qu'en termes de pollution, par exemple, tout ce qui est batterie et tout ça, ça va poser un problème dans l'avenir. Oui, parce que ça ne se recycle pas. Le stockage, tous ces matériaux qui peuvent être très polluants pour l'environnement. Alors aujourd'hui, Selima s'est intéressée au tourisme et aux voitures électriques. Font-ils bon ménage? Oui, c'est presque ou ça. Dirais-je bon voyage? C'est plutôt une épopée que je vous propose de découvrir. Fallait y penser ou pas? Radio 2M, l'hebdo. Fallait y penser, je vais répondre oui déjà, parce que rallier le Maroc à l'Afrique du Sud au volant d'une Citroën Ami électrique modifiée, je dis bien modifiée, c'est le pari fou de 4 conducteurs passionnés. Ils rêvaient d'une croisière verte, de traverser le continent à travers un projet dans l'air du temps. Cette croisière version 2024 de la croisière noire, souvenez-vous, peut-être qu'Amine s'en souvient, menée dans les années 1920, le 28 octobre 1924, très précisément. Une expédition automobile célébrant l'empire colonial français débuté en Algérie, dirigé par André Citroën. Et à l'initiative de cette folle aventure, Éric Vigourou, un ancien pilote du Rallye Dakar avec pas moins de 15 participations à son actif, et 3 autres camarades s'apprêtent donc à traverser l'Afrique à partir du 28 octobre. Ils sont arrivés au Maroc cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, mercredi. Ils ont emprunté le ferry depuis la France. Donc 100 ans
après la plus audacieuse des expéditions du monde d'avant. Donc l'équipe de la Croisière Verte veut prendre son temps. Cette fois-ci, pas question d'appuyer sur l'accélérateur. Les aventuriers souhaitent profiter des paysages, rencontrer les gens, avec l'évasion comme maître mot. Alors durant cette épopée de 14 000 km le long de la côte ouest, via donc le Sénégal, le Congo, ou l'Angola, les Citroën Ami rechargeront leurs batteries sur des sites d'énergie renouvelable existants. Oui, il y a bien des sites renouvelables, des sites de recharge disponibles tout au long du parcours. Et bien loin des sensations de vitesse, le temps de recharge, 5 heures par jour minimum, leur permettra bien d'assouvir leur soif de découverte. Car les véhicules sélectionnés et l'une des voitures électriques, vous voyez à quoi ressemble une Citroën Ami, j'imagine, les plus compactes disponibles sur le marché, fabriqué au Maroc et distribué dans toute l'Europe. Sa vitesse maximale, c'est à peine 45 km/h. Et donc modifié pour l'occasion, un kit solaire composé de 40 panneaux a été installé à proximité du siège passager. Et il fournira donc l'électricité nécessaire pour parcourir environ 250 km par jour, avec une arrivée espérée au Cap mi-janvier. Donc au-delà des contraintes géopolitiques, puisque le parcours a été quand même modifié par rapport à celui qui avait été emprunté en 1924, toute la bande sahélo-saharienne a bien évidemment été contournée. Eh bien, Éric Vigoureau et ses coéquipiers souhaitent mettre en lumière en fait la mobilité durable. Et si André Citroën avait lancé cette folle aventure en 1924 pour mettre en avant la robustesse de ces véhicules, eh bien aujourd'hui ils sont convaincus que les technologies actuelles et futures peuvent offrir au continent africain la possibilité d'exploiter les énergies pour ses déplacements. C'est très intéressant, mais tu as dit 45 km/h comme vitesse maximale. Ils sont pas près d'arriver. 200 km par jour, janvier, ça nous fait quand même c'est quand même 14 000 km. Oui, ils 45 km/h. Oui, écoutez, on est à 60 ans. J'ai bien dit une arrivée espérée au Cap. De toute façon, si on arrive au mois de janvier ou au mois de février, l'aventure est la même. L'idée, c'est de montrer qu'on peut traverser le continent avec une Citroën Ami et aller au contact des habitants du continent. Et de pouvoir profiter des sites de recharge. C'est très intéressant. Non, moi, ce qui me rend dingue, c'est que c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'ils vont venir en Afrique pour vous dire voilà que ça marche les énergies renouvelables. Mais c'est en Europe qu'il faut faire ça. C'est dire à eux que ça marche. Oui, mais c'est eux qui polluent l'Afrique. Tu diras à Éric Vigoureau que sa croisière verte ne sert à rien. Exactement, qu'il aille plutôt en Russie. Mais c'est pour trancher avec la croisière noire, d'ailleurs, dont le nom est complètement révolu. Et voilà, et de dire que c'est qui s'est passé quand Amine était à la maternelle. Exactement. Il n'est pas là, donc on peut dire. C'est bien. Très bien. Alors, si Amraoui, parfois, malgré la grande communication de l'État sur le fait de ne pas gaspiller de l'eau, on a l'impression que les gens ils ont un petit peu la tête dure et qu'il y a des habitudes dont il est très difficile de se défaire. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous convaincre, nous les Marocains, de changer notre comportement avec l'eau? Le prix déjà. Ça marche bien le prix. Oui, vous savez que certains pays, pendant les périodes de sécheresse, ils augmentent le prix de l'eau. C'est-à-dire, ils ne l'augmentent pas tout le temps, mais ils l'augmentent quand il y a une crise. Donc il y a ça. Et puis quand on voit également que l'eau devient un frein, tout le monde fait attention. Les gens dans les campagnes sont beaucoup plus sensibles à la valeur de l'eau que les gens qui sont dans la ville. Ils vont le chercher. Parce que dans la ville, les gens ouvrent le robinet, ils ont de l'eau tout le temps à volonté, donc pour eux c'est normal. Moi je demande souvent à mes étudiants d'où vient l'eau que vous buvez à Casablanca. Ce sont rares les gens qui savent. Donc il faut une sensibilisation forte à ce niveau-là. Une question que j'ai toujours voulu vous poser, est-ce que vous buvez l'eau du robinet? Je bois l'eau du robinet, oui, mais j'ai un adoucisseur à la maison. Ça, c'est un bon investissement qu'on doit faire pour éviter le plastique. L'eau, elle a une qualité organoleptique, c'est-à-dire que nous, quand on boit une eau, on peut ressentir si elle a du goût de javel, du moisi, etc. C'est ce qu'on appelle la qualité organoleptique, parce qu'on a des organes de sens. Si vous êtes habitué à boire de l'eau à Meknès ou à Fès et que vous venez la boire à Casablanca, vous allez trouver qu'elle est dégueulasse. Oui. D'accord. Si vous êtes habitué à Casa ou vous allez la boire à Khalibga, vous allez trouver que elle est très bonne. Elle est très bonne. Voilà, on s'habitue à un goût. Ça ne veut pas dire que ça ne répond pas aux normes. Les normes de qualité, oui, sont quoi qu'il en soit respectées, évidemment. Les qualités sont respectées, mais la qualité de l'eau n'est pas la même partout.
Qui avait une question, Rimel? Justement, je pense que l'eau de Casa, elle est dégueulasse. C'est un fait parce que j'ai arrêté de boire l'eau du robinet depuis des années. Des fois, elle est surtout... Elle te donne soif quand tu la bois parce que melha. Bon, déjà, quand vous dites l'eau de Casa, Casa boit de différents endroits. D'accord. C'est-à-dire, si vous êtes à Insba, Bernossi, etc., vous l'eau buvez est l'eau de différente. Rabat. Si vous êtes à Lissasfa, vous buvez de l'eau d'El Omarbé. Donc déjà, c'est pas la même eau. Et maintenant, avec le dessalement, on va avoir encore une autre qualité de l'eau. Justement, avec la construction de ces stations de dessalement, à votre avis, est-ce qu'elles sont suffisantes pour répondre aux besoins de tout le monde? Bah oui, oui, parce que d'abord on a vu un très grand, vous savez, une usine de 300 millions de mètres cubes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que 300 millions de mètres cubes, c'est énorme. Imaginez qu'elle tombe en panne. D'ailleurs, celle d'Agadir, elle est en panne depuis le 15. Donc ça fait presque 10 jours qu'elle est en panne. Et si elle tombe en panne, il faut bien trouver des alternatives. Oui. Mais bon, disons qu'à terme, on va être à 1,7 milliard. Toutes les villes côtières vont pouvoir être sécurisées de point de vue alimentation en eau potable. Okay. Voilà. Alors, le Royaume a emprunté l'autoroute du dessalement. Ça y est, on est dans le train du dessalement. Oui. Quel regard vous portez, vous, l'hydrologue que vous êtes, sur cette je pense que c'est pour cette répartition de l'eau dont on a parlé, le fait d'enlever toute la demande que nous avons sur les côtes. Nous avons quand même 3500 km de côtes. Nous avons beaucoup de grandes villes qui sont des pôles économiques. Nous avons une tendance à l'urbanisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à 64 ou 65% d'urbain et ça va continuer, on va être à 70% en 2035. Et donc il faut au moins, si on sécurise les villes côtières, ça veut dire que toute l'eau qui nous venait de l'intérieur, on va pouvoir la garder pour alimenter les villes intérieures et pour développer aussi l'agriculture dans le rural à l'intérieur du pays. Mais est-ce que c'est une vraie solution? Est-ce qu'on ne dira pas dans 2 siècles Oui, mais est-ce qu'on a d'autres choix? On n'a plus de pluie et donc on cherche, qu'est-ce que nous avons? L'eau de mer qui est à côté. Le prix du dessalement était très élevé à un certain moment. Oui, mais avec la nouvelle technologie, ça a baissé. Oui, moi j'ai travaillé sur l'Aïon en 1995, le mètre cube était à 50 dirhams. Aujourd'hui, à Casablanca, on va avoir une eau à 4 dirhams 50, c'est-à-dire que le prix a été divisé par 10. Et plus la technologie va avancer, plus ça baissera. Oui, et surtout quand on utilise les énergies renouvelables. Parce que Casablanca, si on va avoir une eau à 4 dirhams et demi, c'est parce qu'on va ramener de l'eau depuis le Sahara pour faire fonctionner l'usine avec des énergies renouvelables. Excellent. C'est excellent quand même. Bah oui. C'est très et puis tous ces projets qui sont faits au Maroc, c'est des projets publics-privés. C'est-à-dire c'est pas l'État qui finance, ce sont des organismes ou des sociétés étrangères qui viennent, qui construisent l'usine, qui l'exploitent pendant 30 ans et qui la rendent après à l'État. C'est ce qui nous permet de lancer tous ces projets en même temps. Ouais. Parce que quand on voit tout ce qui se fait aujourd'hui, on se dit mais d'où on ramène l'argent? Mais il y a beaucoup de projets qui sont faits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont et c'est intéressant. Il y a un volet politique aussi, puisque souvent c'est des sociétés, par exemple, espagnoles, qui ont la technicité, qui ont le savoir-faire, mais c'est eux qui viennent investir, et après, ils nous vendent l'eau à un prix qui est déjà négocié au préalable. D'accord. Très bien. C'est ça le deal. Bon, j'ai une question. J'ai une question, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à cette histoire de problématique de l'eau, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose dont je trouve on ne parle pas assez. Dans les campagnes de com, dans les médias. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire pour sensibiliser le Marocain moyen à cette problématique? Et surtout, ma question toute bête et méchante, c'est quelles sont les pratiques au quotidien qui nous permettront véritablement d'économiser de l'eau? Pas des petites choses comme ça épisodiques, mais véritablement quelles sont les grosses pratiques aujourd'hui qu'il faut dire aux Marocains moyens pour le sensibiliser et faire en sorte qu'il y ait un effet et un impact durable. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, 85% de notre eau va à l'agriculture. Donc si je veux faire des économies, bien entendu, je vais aller voir du côté de l'agriculture. Exact. Parce qu'on ne le dit pas assez, ça. Oui, voilà. Il faut voir du côté de l'agriculture. Sur quelle planète? À chaque fois, on sort tous les jours. Non. Si, radio, déjà, des infos, il y a des sensibilisations tous les jours sur la responsabilité de l'eau. Il y a toujours de l'agriculture. J'ai expliqué tout à l'heure que le goutte à goutte nous permet de réduire la consommation en eau de presque 80%. C'est-à-dire... Mais nous sommes d'accord que ce n'est pas assez. Hein. Non, mais attendez, je n'ai pas fini.
tout le monde ne pratique pas le goutte à goutte. Qui est-ce qui pratique le goutte à goutte aujourd'hui? C'est les grandes surfaces agricoles. Quand vous avez 100 hectares, vous n'allez pas pouvoir les irriguer en gravitaire. Vous êtes obligé de mettre le goutte à goutte. Mais quand vous avez 2-3 hectares, là, vous gaspillez de l'eau. Donc j'ai dit tout à l'heure que du moment que l'État subventionne le goutte à goutte, il faut le rendre obligatoire. Et il faut faciliter que tout le monde puisse le mettre en place. Avec ça, on va pouvoir économiser une grande quantité d'eau. Il y a aussi là, on perd beaucoup d'eau aussi, c'est dans les réseaux de distribution d'eau dans les villes. Vous savez que l'eau qui arrive dans une ville, il y a l'ONE qui produit l'eau, qui le ramène jusqu'à la ville, et après, il y a un distributeur qui distribue l'eau. Alors, entre ce qui arrive à la ville et ce qui est distribué, des fois, vous pouvez avoir un rendement de réseau de 50-60%, c'est-à-dire que 40% est perdu. Donc le fait de détecter les fuites et de les réparer, ça vous permet de gagner. Mais nous-mêmes, on peut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut réduire notre consommation. Au lieu de rester sous la douche pendant une demi-heure, en 5-10 minutes... Et ça a un effet réel, ce genre de choses ? Mais bien sûr, ça a un effet réel. C'est les petites choses qui font les grandes différences. Les petits rues qui font les grands ruisseaux. Oui. Donc il faut réduire tout ce qui est perte, tout ce qui est fuite, etc. Réduire notre consommation. Des fois, une pelouse, vous pouvez l'arroser, vous l'arrosez le soir, pas en plein soleil. Ne pas donner trop d'eau. Enfin, on peut réduire. On peut réduire au moins 20 ou 25% de notre consommation. Et quand vous réduisez votre consommation, ce sont aussi des investissements qui sont différés dans le temps. Parce que tout le temps, on est obligé de renforcer l'alimentation au nord des villes. Quand on dit schéma d'alimentation de Casablanca, c'est à l'horizon 2030. Ça veut dire qu'au-delà, il faut trouver d'autres solutions. Parce que Casablanca grandit dans tous les sens. Chaque année, c'est 500 hectares d'urbanisation, imaginez. C'est des quartiers qui naissent tout le temps, qu'il faut brancher sur les réseaux, où il faut mettre toutes les infrastructures qu'il faut. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez qu'aujourd'hui, on a besoin de... Je vais te demander de garder ta question, parce qu'on est rattrapé par les précieuses minutes du chrono. Est-ce que vous aimez le foot ? Ah oui, bien vous sûr. Vous suivez un peu, vous êtes plus international. Je suis un Rajaoui. Personne n'est parfait. Alors, je pense que on peut être très pertinent et être Rajaoui aussi. Toi aussi. Je pense que vous serez particulièrement touché par la chronique d'Amine aujourd'hui. Les supporters, justement, ont fustigé les présidents, un écart d'arbitrage. Et les entraîneurs, tout le monde en fait. Tout le monde a fustigé un écart d'arbitrage lors du match du Raja et des Phares. Non, c'est plus global. C'est plus global. Yalla, Safi, je te laisse dire, il n'y a rien, ça joue. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là, hein ? Ouais, c'est à moi et cette semaine, en fait, j'avais envie de casser un peu la bonne ambiance qui entoure notre foot au Maroc, notamment grâce à notre belle équipe nationale qui ne serait finalement qu'un bel arbre qui cacherait une forêt en feu. Et la forêt en feu, c'est bien évidemment notre Botola, nos foot de clubs en fait, dont la sélection devrait être normalement l'émanation, alors que finalement ils en sont dans les faits tellement éloignés l'un de l'autre. Quand Hakimi et ses copains font la fête, Zniti, pour rendre hommage à notre invité et les siens, ils font la gueule. Quand l'équipe nationale est soignée aux petits oignons dans de superbes rassemblements et des matchs dans des stades pleins aux pelouses parfaites et bien arrosées, les clubs sont dans une large majorité sans stade, sans public, sans recettes, sans programmation visible, comme si le foot local finalement pouvait sombrer sans que ça dérange ceux qui président à ses destinées. Et malgré tout ça, ces mêmes clubs serrent les dents depuis 18 mois et continuent de faire semblant parce qu'ils savent à quel point ils sont une religion pour les centaines de milliers de Marocains qui les supportent, un exutoire, un défouloir, et finalement la seule bonne raison d'attendre le week-end parfois après une semaine particulièrement pourrie. Et puis soudain, depuis une semaine ou deux maintenant, ces mêmes clubs en ont eu marre d'attendre et ils ont explosé. Dans un même élan, un même discours, un même verbe, ils ont envahi les médias pour dénoncer un mal qui ronge insidieusement notre foot, c'est l'arbitrage. Oui, mesdames et messieurs, l'arbitrage, que notre écosystème voit au mieux d'une nullité affligeante, au pire souvent partiale, voire corrompue parfois. Notre niveau d'arbitrage est tel que nous devons être le seul pays où les deux entraîneurs d'un même match vont se plaindre d'avoir été lésés. Je ne sais pas si on s'en rend compte de la folie de ce truc, à quel point ce corps de métier mal formé, voire déformé, provoque aujourd'hui la défiance de tout le monde. Parce que pas de terrain, pas de public, pas d'argent, pas de programmation, passe encore. Mais la sensation désagréable d'avoir été volé d'une pleine semaine de travail, avec souvent la complicité de la VAR qui est censée régler des problèmes et qui en crée encore davantage,
C'est insoutenable. Sachez que même la très respectable équipe et institution des forces armées royales, les phares donc, d'habitude si discrète, s'est fendue cette semaine un communiqué long comme le bras pour dénoncer les hommes en noir, la commission d'arbitrage et même la chaîne de télévision qui retransmet les matchs, tant elle se sent lésée sur 2 saisons maintenant, parce qu'il n'est finalement qu'un problème de compétence. Parce qu'il faut le dire franchement, nos arbitres ne sont ni malhonnêtes, ni vendus, ni achetés, ni partiaux, ils sont juste nuls. Comme on dit dans notre jargon de foot, zargen. Et s'il y a bien un chantier auquel la Fédé doit s'attaquer au plus vite, c'est bien celui-là. Car il n'y a encore rien de pire quand le doute s'installe et que la confiance s'effrite. Et comme pour tout, l'amour, les affaires et donc le foot, quand la confiance va, tout va. Voilà, bonne semaine. Vous êtes d'accord, c'est quoi? Vous avez regardé le match? Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que nos arbitres sont bons. Ah non. Ceux qui ne sont pas bons, c'est les joueurs. Aussi. C'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline des joueurs. Mais après, on peut voir le problème d'une autre façon. C'est que quand vous êtes joueur et que vous voyez à quel point les arbitres sont mauvais, ça peut énerver et rendre les joueurs mauvais. Sur ce match dont vous parlez... Non, je ne parle pas d'un match en particulier, je parle de tout le match. L'arbitre était bon. Et même moi, vous parlez de quel match? Vous pensez vous parlez de quel match? Je l'ai vu avant qu'il soit sifflé. C'est un penalty. Non, je peux vous assurer que je ne parle pas d'un match en particulier. La difficulté, c'est qu'il a été sifflé à 1 minute de la fin du match. C'est là où c'était dur. Mais il faut que les joueurs soient disciplinés. C'est vrai aussi. Parce qu'un arbitre, quand il donne une idée, il faut qu'il se fasse respecter. Mais plus sérieusement, on va enlever. C'est très bien de voir quelqu'un enfin contredire Amine. Non, plus sérieusement, enlevons ce fait de jeu et enlevons même ce match. Oui. Vous suivez un petit peu ce qui se passe dans la Botola ces 2 dernières semaines. Vous savez que tous les entraîneurs et tous les présidents se plaignent de l'arbitrage. Tous. Vous savez que pour que même les forces armées royales et les phares fassent un communiqué, et pas sur ce match en particulier, parce qu'ils se sentent lésés depuis plus de 18 mois, c'est que c'est quand même un mal qui est constant. Vous savez, toutes les semaines, il y a la commission de l'arbitrage qui vient tous les mardis faire une vidéo pour dire ça s'est bien passé. Et la plupart du temps, ils sont là pour déjuger les arbitres, pour dire ah là finalement on s'est trompé, là on s'est trompé. Et in fine, les matchs ne sont pas rejoués. Et in fine, les clubs sont lésés. Tous les clubs, pas un en particulier. Donc à un certain moment, c'est qu'il faut peut-être se poser sur la formation de ces arbitres. Oui, mais vous savez, les joueurs, ils n'arrêtent pas de faire des fautes sur le terrain. Donc vous, c'est les arbitres. C'est les joueurs. Là, un arbitre, il peut aussi faire une erreur. Vous savez que nous sommes censés avoir une VAR justement qui règle rien aussi derrière. Et puis les arbitres, on ne les laisse pas travailler. Parce que des fois, il y a des fautes flagrantes. Et puis le joueur vient vers l'arbitre. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ça, par contre, c'est une faute, ça y est, c'est une faute. Mais il y a eu un fait cette semaine, justement, qui a un rapport avec le penalty, le problème du penalty. Et je pense qu'on peut en parler. C'est le match du Raja. Ouais, c'est ce qu'il dit. Voilà. Lui, il a vu le penalty flagrant. Bah oui, il était flagrant le penalty. Merci. Par contre, je pensais que tu allais nous faire une chronique sur Louis Dad qui a perdu 2-0. Non, je peux pas faire une chronique. Face je peux pas faire une chronique. Là, je peux pas faire une chronique sur un club en particulier. Il faut faire une chronique sur l'ensemble de l'écosystème. On est vraiment pour la liberté d'expression, mais là, l'hebdo se transforme en bombonera. Ouais, c'est vrai. Alors, enchaîne avec ta question sur le stress. Je l'ai oublié. Vraiment, je l'ai oublié. Ah oui, en fait, on parlait de l'eau. On parlait d'eau, mais j'ai oublié. Très bien. Alors, il nous reste quelques petites minutes avant de finir. Est-ce que vous pensez, si Amraoui, que notre stratégie actuelle de l'eau est un modèle périn qui peut nous permettre de dépasser, de surmonter ça? Anna, franchement, moi je trouve que toute chose à laquelle on peut penser est liée déjà avec le programme 2020-2027. Mais bon, c'est vrai que souvent, quand on voit les stratégies ou quand on voit les programmes qui sont présentés, et quand on voit après les réalisations, des fois, c'est pas à 100% de réalisation. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire de l'évaluation, faire du suivi. Vous, la presse, comme nous, les gens qui sont dans le métier, il faut qu'on suive un peu ce qui se fait, qu'on communique. C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe budgétaire très importante qui a été mise en place, presque 150 milliards de dirhams. Il y a énormément de projets. Et même ce plan national de l'eau, il n'arrête pas d'être amendé tout le temps. On a démarré avec 1 milliard de mètres cubes d'eau dessalée. Là, on est à 1,7 milliard. Oui. Ça veut dire que tout le temps, on rajoute des choses. Il y a des barrages qui se construisent. Les ambitions sont relevées. Disons qu'il suffit que les choses soient réalisées correctement, efficacement, qu'il n'y ait pas de gaspillage d'argent aussi pour qu'on fasse les choses à leur juste valeur. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est programmé, en fait, il est bon. Très bien. Moi, j'ai juste une question. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la solastalgie, c'est-à-dire c'est les personnes qui dépriment à cause du changement climatique.
Oui, c'est vrai, c'est la solastalgie. C'est une dépression liée au changement climatique. C'est les gens qui ne savent plus comment faire, qui se rendent compte que le monde va à sa fin. Ça veut dire que les gens, ils ont plus de problèmes d'argent et tout. Ça fait. Ils ont tout C'est là où les. Non, j'ai pas. Les gens qui n'ont plus. Les problèmes. En fait, que là, on va, c'est les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, ce sont les personnes qui ne croient plus du tout en l'avenir, qui disent que le monde brûle et qu'on ne fait rien, que les gouvernements font rien du tout. Et vous, en tant qu'expert, est-ce que vous pensez qu'on peut encore croire en l'avenir ? Bien sûr, parce qu'il y a des régions dans le monde où ils vivent avec rien du tout. Nous, on a quand même de l'eau au robinet, on a quand même de l'agriculture, on a des produits qui sont là, etc. On passe par une phase qui est difficile, il faut s'y adapter. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir cette sécheresse, parce que ça nous permet de mettre à niveau. À chaque crise, il faut toujours essayer de tirer profit des bons côtés des choses. Quand il y a eu le tremblement de terre, on a vu qu'il y avait des gens qui vivaient dans les campagnes, peut-être comme ils vivaient il y a 100 ans. Donc c'est une façon aussi d'aller vers eux, de voir un peu quels sont leurs besoins, de les aider un peu à vivre d'une façon un peu plus confortable. Très bien. Les amis, on se fait rattraper par les minutes de l'horloge. Donc, on va passer chez Rimel qui, comme chaque vendredi, nous présente les bons plans du week-end. Dis-nous tout, Rimel. Week-end en culture. La vérité, il y a plein de choses à faire ce week-end. Vous rigolez. Bonne nouvelle. J'ai choisi. Pris sans elle, franchement. Je me disais qu'est-ce que j'allais faire ce week-end. Là, c'est affolant. Vas-y, dis-nous tout, Non, mais vraiment, il y a énormément de choses à faire. Mais merci à l'Etlicom, quelques rendez-vous à ne surtout pas manquer. Okay. Donc déjà, si vous aimez le rap français, Nino, je sais pas si tu connais. Je pense pas que tu connaisses, mais sa bref. fille connaît. Voilà. Alors, les événements sympas aussi, qu'il y a le Stand-Up Comedy Club de Rabat. C'est un nouveau concept qui vient de donner de la chance aux humoristes, acteurs débutants. Donc ça aura lieu un mini-théâtre qui compte introduire du pur stand-up, donc, et surtout montrer que Rabat fait rire les gens. Davantage que toi, ça m'étonnerait. Contrairement aux stéréotypes. On part à Agadir cette fois au Centre culturel Les Étoiles. Il y aura une jam session. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est une jam session. En fait, c'est une réunion de musiciens où on se retrouve pour jouer ensemble sans préparation préalable. Et c'est ouvert à tous, donc vous soyez musicien ou juste mélomane et que vous êtes à Agadir, n'hésitez pas à y aller. Et juste à côté d'Agadir, on part à Tarazout, c'est le retour du Tarazout Surf Expo, premier salon professionnel de surf en Afrique et deuxième au monde. L'événement réunira près de 80 exposants avec au programme des tables rondes, des masterclass d'experts du surf ou encore des concerts. Et enfin, Nasli Kebroul, Moussika Al-Gnawiya. Il y a le concert de Anas Sassir Daf Fluzine à 19h30 à Casablanca. Voilà. Très bien, l'islam, tu as pu finir. Talent. Oh là là. Faut pas t'arrêter. Moi, t'as pas, j'en ferai mon métier. Je compte pas m'arrêter, t'inquiète. Je trouve que ça a beaucoup de talent. Une question pour clôturer. Oui. Benti, vous êtes très optimiste. Donc, quand vous parlez du séisme de l'Ha, vous dites oui, mais heureusement, parce qu'on ne savait pas comment ces gens y vivaient. Est-ce qu'on peut être aussi optimiste que vous s'agissant de notre futur climatique ici au Maroc? Nous, on va s'adapter, hein. C'est comme ça, on va s'adapter. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On s'adapte. S'il y a moins d'eau, on essaie de trouver des solutions. S'il faut adapter notre agriculture, on le fait. Mais les gens s'adaptent partout, hein. Il y a des régions, comme j'ai dit, il y a des régions où il n'y a presque rien comme ressources et les gens continuent à vivre. Il y a des régions où il ne pleut presque pas. Vous savez, à Lima, au Pérou, il ne pleut pas. Il n'y a pas de pluie. Donc, ils ramènent l'eau de très loin pour l'approvisionnement en eau. Alors que nous, quand même, on a... Vous avez parlé de Sims House et à un moment, il y a eu des nouvelles sources qui sont apparues après le séisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où ça sort? Oui, mais ça, c'est normal parce que vous avez des poches d'eau qui sont... C'est pas des nappes, mais c'est des poches d'eau qui sont stockées quelque part. Quand il y a le tremblement de terre, vous créez des fissures et donc l'eau, elle trouve un exutoire pour sortir. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'eau infinie, de l'eau. C'est juste des réserves d'eau de pluie qui sont là. Et d'ailleurs, on n'en parle plus parce que sûrement, ils ont sûrement tari. Sur le coup, c'était perçu comme presque miraculeux. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont constaté aussi qu'ils avaient de meilleurs rendements dans leurs puits et forages. D'accord. Parce que le fait, quand on fait des forages, on peut faire des fois créer des fissures et avoir une meilleure rentabilité. Faire monter de l'eau. En Afrique, par exemple, quand vous faites un forage, il vous donne un petit débit.
vous secouez le forage, il y a des techniques pour vous créer des fissures et donc l'eau elle a beaucoup plus de facilité à arriver. Très bien. Et ça vous donne de meilleurs débits. Donc c'est ce qui a été constaté sur beaucoup de forages au Maroc. On a eu de meilleurs rendements, de meilleure productivité au niveau des ouvrages d'eau. Excellent. Un mot pour la fin? Soyez optimiste. Tout le monde est en fou rire. Moi, j'ai un tempérament de voir toujours que les choses positives. Bon, bien entendu, tout ce qui est négatif, il faut quand même le soigner, il faut l'arranger, mais il faut surtout toujours voir optimiste dans la vie. Vous avez confiance en nos politiques publiques? Confiance, c'est un gros mot, mais disons qu'on n'a pas trop le choix. On s'adaptera. On s'adaptera. Et sur ces mots, les amis, notre émission touche à sa fin. Merci à vous, c'est Amraoui. Merci Oumaima, Hamza, Ismaël à la régie. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et un tas de belles choses à vous dire. Bye bye. Salut.